Bonjour tout le monde. Alors, grand remerciement. Ah, ben voilà, ça va être parfait parce qu'en plus, je vais en avoir besoin. Ouais, c'est dessous. Voilà. Donc, une fois encore, bonjour. Grand remerciement à l'Université de la Nouvelle-Calédonie pour m'avoir invité à venir participer et j'espère que ce sera le début d'une collaboration fructueuse entre l'USP et l'UNC qui fête cette année ses 50 ans. Alors, typiquement, pour un juriste, je vais commencer par une clause de non-responsabilité, dans le sens où mes propos n'engagent que moi et n'engagent pas l'USP. Alors, je vais vous parler de l'exploitation des ressources minières, mais en eau profonde. Euh, donc, hop. Ah, c'est là. Ouais. Alors, je me suis risqué à faire un plan. On voit les restes de l'éducation française. Ceci dit, vous allez sûrement trouver tout un tas d'erreurs. Ça fait 16 ou 17 ans que je ne parle plus français couramment. Donc, je m'excuse d'avance pour les erreurs d'orthographe et de grammaire. Alors, je me suis risqué à faire un plan, parce que ça m'a aidé un peu à structurer ma pensée. Euh, alors, je vais commencer par donner certaines bases, certains éléments en ce qui concerne donc l'exploitation minière en eau profonde, ce qu'on appelle en anglais le deep sea mining, DSM. Je vais ensuite donner quelques considérations économiques parce que ça aide à comprendre ce qui est en train de se tramer à ce niveau-là. Et puis, je vais vous livrer la problématique, mais ça, je vais vous la livrer tout de suite. C'est vraiment l'opposition en fait entre l'exploitation et le professeur Giraudot en a parlé un petit peu, entre les zones soumises à la juridiction et la souveraineté de l'État côtier et les zones au-delà. Alors pourquoi y a-t-il une tension? Parce qu'il y a une différence de régime en fait entre ces deux zones. Et alors curieusement, la zone qui est en dehors au-delà de la souveraineté d'État côtier a un régime qui a été assez précisé par la Convention du droit de la mer, en fait, qui a failli faire capoter cette convention, puisque le chapitre ou la partie 11 fait que la convention a été bloquée et que sa ratification a été retardée à la rédaction d'une convention additionnelle en 1994. Mais le régime, au moins, de ce qu'on appelle la zone, est relativement précis, avec la création, comme je vous ai expliqué dans une minute, de l'autorité et avec la création d'un code minier. Donc ça a eu une implication en fait sur le régime des zones soumises à souveraineté et à juridiction de l'État côtier, qui elles, très souvent, comme je vais l'expliquer, n'ont pas de régime juridique très clair en ce qui concerne l'exploitation minière en eau profonde. Et donc ça, c'est en train de créer, enfin c'est l'observation que je fais, c'est en train de créer quelque part des distorsions. Donc c'est dans ce sens que je me suis risqué à ce plan, mais que je vais critiquer parce qu'il y a certaines choses qui me plaisent pas tout à fait encore. Donc la réponse imparfaite du droit de la mer au deep sea mining au-delà des États côtiers, donc dans la zone. Donc le régime du chapitre 11 de UNCLOS, j'avais oublié l'acronyme français en fait de UNCLOS, c'est la Convention de droit de la mer de 1982, qui donne un cadre au DSM, et un cadre même général, donc qui va au-delà en fait, qui est valide pour les deux zones, parce que par le fait même qu'il crée un régime juridique dans la zone, eh bien, de facto ça crée un appel d'air en fait dans les zones sous souveraineté. Et le régime du chapitre 11, en fait, crée un frein au développement du deep sea mining dans la zone, puisqu'il apparaît qu'il est plus intéressant peut-être pour une compagnie minière d'aller opérer, d'aller extraire du minerai dans les zones sous souveraineté étatique, s'il y a moins de forces contraignantes ou de lois venant réguler cette activité. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais parler de la réponse imparfaite du droit de la mer au deep sea mining au sein des États côtiers. Et donc là, c'est là que je parle donc de l'absence de cadre, et au mieux de l'absence de cadre, et au pire
d'un problème qui a été un peu discuté ce matin, c'est-à-dire celui du pluralisme juridique, où on observe dans certains États du Pacifique, puisque l'USP en fait concentre 12 juridictions. Donc, je ne vais pas toutes les citer, mais on voit dans certains États du Pacifique, en fait, qu'il y a donc des droits précoloniaux, la coutume, c'est généralement rangé sous la coutume. Après, on a des droits coloniaux. Ensuite, avec l'indépendance, l'avènement d'une constitution qui reconnaît ou pas l'existence de la coutume. Et tout ça, ça se traduit par des incohérences ou des incertitudes au niveau de qui peut mettre la main sur ces ressources, qui a la propriété sur ces ressources et sur ces territoires. Alors, très rapidement, de quoi parle-t-on quand on parle de deep sea mining? Alors, on parle essentiellement de trois types de dépôts. Donc, seafloor massive sulfite, c'est en fait des cheminées volcaniques. Donc, ici, vous avez la profondeur 350, très peu, c'est plus autour de 5000 mètres. Vous avez les manganese nodules, 4000 à 6000 mètres, donc ça c'est profond. Et puis après, vous avez les cobalt rich crust, qui sont sur les côtés des monts sous-marins. Alors, le problème se situe à plusieurs niveaux. D'abord, la profondeur. La technologie pour aller extraire ce type de minerai, c'est la même technologie que pour aller dans l'espace. Donc ça coûte très cher. Et en plus de ça, on ne sait pas trop, très franchement, comment ça marche. Quand vous discutez avec les compagnies minières et que vous leur posez des questions sur le contrôle de leur processus, c'est oui, on pense que ça va marcher comme ça. Mais il y a beaucoup d'incertitudes en fait. Et puis pour ce type de dépôt, on est quand même sur un volcan. Donc on passe de températures assez basses à des températures très hautes. Ces volcans en fait sont créés par la chute de l'eau dans des failles. Et donc après le magma et tout ça est expulsé. Alors pourquoi? Donc là c'est une autre photo de ce type de dépôt. Il faut bien aussi penser que tous ces types de dépôts, à part peut-être les volcans sous-marins, mais tous les autres, tous ces types de dépôts de minéraux, l'agrégation, le processus d'agrégation est très long. Ça prend très 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 longtemps. C'est les nodules polymétalliques par exemple, c'est des demi-centimètres par 1000 ans. C'est extrêmement long. Donc si on va là-bas et qu'on commence à prélever, on ne sait pas vraiment quelles vont être les conséquences. Alors, on peut se poser la question, mais alors pourquoi? Si on domine pas le processus, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, pourquoi faire ça? Donc là, je vous donne une petite réponse chiffrée, en fait, c'est des considérations économiques. Donc vous avez une comparaison en fait entre les concentrations moyennes de minéraux quand l'exploitation a lieu sur Terre et quand elle a lieu en exploitation sous-marine. Donc vous voyez, la concentration est beaucoup plus forte en fait. Et comme la concentration est plus forte, les compagnies minières vont gagner beaucoup plus d'argent avec beaucoup moins de travail en fait, a priori. Donc ça rapporte plus. Alors, j'ai mis les chiffres là en jaune, mais gardez ce chiffre-là en mémoire. Vous allez voir pourquoi dans une minute. Donc, par tonne, valeur moyenne de la tonne lors d'une exploitation minière en eau profonde, entre 800 et 1500 $ par tonne. Alors, là, on rentre un petit peu dans la science-fiction. Je vais juste utiliser ce slide pour vous expliquer un petit peu le processus. Mais voilà, j'espère que ça reste de la science-fiction et pas qu'on ne va pas donner dans l'horreur. Parce que vous allez voir, le processus est quand même assez compliqué. Donc, je l'ai décomposé ici. Il s'agit de récupérer le minerai au fond marin, de le pomper jusqu'à la surface. Donc, gardez en mémoire qu'ici, cette eau-là, la densité, l'environnement biologique et tout ça, n'a jamais vu la surface. Donc ça, on ramène tout ça à la surface, on filtre, donc on en extrait les minéraux, et on repompe toute cette eau en bas. À ces profondeurs-là, il y a très peu de courants marins, tout bouge très très lentement, en fait.
Donc, c'est quand même une sacrée perturbation, ce genre de processus. Donc, il y a quand même beaucoup d'hésitation et de crainte vis-à-vis de ce genre d'extraction. Légitime ou pas, bon. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, toute la chaîne de production est assez compliquée parce qu'au niveau du droit, en fait, si vous voulez, ça c'est un navire d'extraction, d'exploitation, donc on peut plus ou moins considérer qu'il est relié au plateau continental, alors que tout le reste ici, ça c'est du transport en fait, hein. Donc au niveau juridique, ça a des implications, si vous voulez. Alors on peut estimer que comme c'est du transport qui est associé à une activité minière, ça rentre sous le coup des opérations minières. C'est pas forcément le cas, mais encore faut-il avoir une législation en place pour prévoir ce genre de problème. Hein. Donc vous voyez le spectre des possibilités et des problèmes. Alors c'est vraiment le rôle du juriste de penser à tout ça, mais c'est presque infini. Hein. Alors très rapidement. De quoi il s'agit ici? Il s'agit de petits escargots, alors blancs, noirs, des petits crabes blancs, et puis des escargots, une espèce de fourrure. Alors tout ça, ça vit assez profond. Ça vit assez profond, et puis c'est assez intéressant parce que justement ça vit très profondément, ça n'a pas accès à la lumière, la pression est énorme à ces profondeurs-là. Et ces escargots ont tout un tas de choses peut-être à nous apprendre au niveau scientifique, hein, et au niveau médical et tout ça. Donc, on se place vraiment ici dans des positions où il faut faire des choix de manière assez conséquente et réfléchie. Alors là, je fais un peu du plagiat. Ça me fait penser que bon nombre des slides que j'ai utilisés, là en fait, viennent de la SPC. Hein. La SPC a travaillé, a eu des fonds sur le Fonds européen de développement pour essayer, comme je vais en discuter après, de créer des législations modernes pour harmoniser justement les législations des différents États du Pacifique en relation au deep sea mining. Deuxième chose, deuxième personne que je voulais citer là en ce qui concerne les sources. Ici, c'est Idriss Aberkan. Alors, Idriss Aberkan parle beaucoup de ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Il y a des vidéos vraiment passionnantes sur YouTube, je vous conseille vraiment d'aller les voir. Économie de la connaissance. Et il donne des règles sur l'économie de la connaissance. Alors, moi, je ne vais pas parler d'économie de la connaissance, mais je vais appliquer ces règles dont il parle, lui, à l'économie minière. Ouais, pardon ? Ah ben voilà. Vraiment passionnant. Et donc en ce qui concerne le transfert ou les échanges de biens matériels, c'est à somme nulle ou même voire négative parce qu'il y a toujours des pertes. Hein. Alors qu'il explique que dans l'économie de la connaissance, c'est toujours quand on échange une connaissance, on la garde, on la perd pas, on la divise pas. Quand on échange un bien matériel, il se partage. La connaissance, ça se multiplie. Règle numéro 2, pardon, j'ai préparé ces slides un peu rapidement. Règle numéro 2, le transfert de propriété d'un bien matériel est instantané. Hein, la connaissance n'est pas instantanée. Règle numéro 3, les combinaisons de ressources premières sont au mieux linéaires. Hein, c'est-à-dire que on combine au hasard du nickel avec du fer, on va obtenir de l'acier inoxydable. Mais les proportions et les quantités vont être réduites. Il va y avoir des matériaux qui vont entrer dans la réaction. Donc on aura 1 plus 1 égale 2 au maximum. Alors que pour la connaissance, quand on mélange des connaissances, ça crée toujours une connaissance tierce. Donc j'essaie de mettre, si vous voulez, de cadrer ce qui se passe avec l'exploitation minière ici. Et ensuite, un bien matériel a une durée de vie assez limitée. Alors, il a donné l'exemple, Idriss Aberkan, par exemple, de ce coquillage qu'on trouve dans le Pacifique. Dommage que le professeur Chauchat soit pas là. Il est reconnu, on en trouve souvent. Ce sont des coquillages qui s'appellent muconotoxines. Ils sont souvent vendus, c'est vrai, sur les marchés relativement bon prix. Le problème, c'est que ces coquillages contiennent une toxine qui vaut très très cher parce qu'elle est très utilisée en neurotechnologie et tout ça. Donc on parle ici de $800 le milligramme. Donc si vous comparez au prix que je vous ai donné pour l'exploitation minière, vous voyez que votre platinium, c'est un peu du gravier quand même. Mais bon.
pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que ces données économiques, l'économie c'est la science des choix en fait. Hein. Et c'est important, avant de se lancer dans ce genre d'activité, de prendre vraiment bien en considération les choix auxquels on va faire face. Donc, est-ce qu'on va choisir les escargots ou est-ce qu'on va choisir l'argent? Alors, si on considère les États du Pacifique, il y a de petits pays, je pense notamment aux îles Kiribati, des pays un peu plus gros comme l'île Salomon ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais des rentrées d'argent c'est important pour le développement du pays. Donc les choix pour ces pays-là sont pas bien évidemment évidents. Alors là j'ai mis rapidement, j'aurais pu mettre la carte utilisée par ma collègue professeur Giraudot, mais utiliser celle-ci, c'est donc les plateaux continentaux et les zones économiques exclusives. Alors là, c'est deux cartes, je suis désolé, j'ai été obligé de les étirer un petit peu, mais c'est pour mettre un peu en parallèle les deux endroits où l'exploitation minière en eau profonde peuvent avoir lieu. Donc ici, on est dans la zone, c'est-à-dire au-delà de la souveraineté des États côtiers. Hein, donc ça se situe entre la fracture Clarion et la fracture Clipperton. Hein. Et donc ça, ce sont les zones où des dépôts ont été éventuellement identifiés, et après les zones coloriées, ce sont les zones qui ont fait l'objet de l'octroi d'une licence par l'autorité. Et en bas, ici, vous avez les différentes zones, par contre, soumises à juridiction étatique, hein, où il y aurait des dépôts pour l'exploitation minière en eau profonde. Alors, donc très rapidement, première partie, comment je me débrouille en temps, ça va à peu près? Oui, ok. Donc, le régime du chapitre 11, ou la partie 11, je ne sais pas comment on dit en français, de la Convention sur le droit de la mer, crée tous ces différentes institutions. Donc la zone, c'est le lieu d'exploitation. La zone, juste un point de détail, peut également couvrir lorsqu'un État, par exemple, fait une demande d'extension du plateau continental. Si j'ai bien compris, l'autorité a son mot à dire sur l'exploitation minière dans la partie étendue. Hein, il y aura des reversements. Donc l'ISA, l'autorité, se trouve à Kingston, est basée à Kingston. Au départ, lors de sa création, c'était entièrement fondé par les Nations Unies. Et puis l'idée, c'était que l'exploitation minière allait se développer et que tout ça, ça allait s'auto-fonder. Self-funded, je suis désolé, j'ai l'expression anglaise qui me vient à l'esprit. L'ISA, c'est aussi une structure assez particulière. À l'intérieur de l'ISA, il y a l'entreprise qui va elle-même se lancer dans des opérations minières. Hein. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sol et le sous-sol de la zone, c'est soumis au concept du patrimoine commun de l'humanité. Donc en fait, tous les ressources doivent être, et les profits faits dans l'exploitation de ces ressources doivent être partagés par l'humanité. Donc c'est l'ISA qui devrait s'occuper de ça. L'ISA a aussi créé un code minier qui est assez précis et détaillé sur comment l'exploitation minière dans ces zones-là doivent se passer. Et il y a aussi la création d'un statut d'investisseur pionnier et d'un cadre de sponsorship pour les pays en voie de développement. Donc là, on voit très bien la patte du groupe des 77 lors de la négociation de la Convention de droit de la mer, dans lesquelles les pays en voie de développement ont essayé de dire, bon, mais c'est très bien, mais plus qu'aussi de distribuer les richesses et les ressources, nous, on veut avoir accès à la technologie, on veut pouvoir retirer quelque chose de ces exploitations-là, donc on veut être associé. Hein, donc c'est le système de sponsorship. Alors j'ai donné très brièvement les articles.
Alors, dans ma deuxième sous-partie, j'ai mis l'idée selon laquelle, ça peut être un frein en fait au développement du deep sea mining, et on le voit hein, très franchement. Je pense pas qu'il y ait eu vraiment d'exploitation, ou qu'il y ait à l'heure actuelle d'exploitation de la zone. Alors qu'on se rapproche vraiment d'exploitation dans les zones soumises à souveraineté nationale, et je pense notamment au cas de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec une entreprise qui s'appelle Nautilus, je crois qu'elle est canadienne, qui va se lancer dans un projet. Elle a obtenu des licences et les choses commencent à se mettre en place. C'est le projet Solwara. Donc là, ici, j'ai fait un petit peu la liste des différents dépôts qui ont été trouvés dans le Pacifique, et de ce qu'on peut être susceptible on est à 20 minutes, d'y trouver. Donc, je veux maintenant mettre en opposition, si vous voulez, ce régime international à ce qui se passe au régime sous souveraineté, pour ces raisons-là. Alors, qu'est-ce qui se passe selon les observations? Alors, ça varie, bien évidemment, hein, selon les pays. En gros, il n'y a pas vraiment dans tous les pays du Pacifique, enfin, dans la plupart des pays du Pacifique, il n'y a pas de législation dédiée à l'exploitation minière en eau profonde. Il y a quelques pays qui ont créé des législations, comme les îles Cook, par exemple. Mais aux îles Salomon, Vanuatu, alors Fidji est en train, il y a un projet de loi, mais c'est pas encore abouti. Alors, quelques obligations applicables à l'État côtier, ça, ce sont des obligations qui sont applicables à l'État côtier en vertu du droit de la mer. Hein. Donc là, les États côtiers ont des obligations de protéger le milieu marin. Il y a aussi la Convention de Nouméa, la Convention sur la biodiversité. Il y a les règles, les conventions de l'IMO. Alors, International Maritime Organization, ou OMI, ce sont les règles applicables au transport maritime, aux navires. Et par ce biais-là, ça jouerait un certain rôle éventuellement dans la protection du milieu marin en ce qui concerne l'exploitation minière. Et évidemment, la COP 21-23. Un autre problème, et ça c'est un problème qui existe alors j'en ai touché deux mots lors de l'introduction, dans certains États comme, je vais prendre l'exemple des îles Salomon par exemple, où vous avez, on est passé donc d'un droit un peu précolonial, alors que je vais ranger sous le concept de coutume. Ensuite, il y a eu la colonisation avec très souvent la non-reconnaissance de ce droit coutumier et l'imposition du droit du pays colonisateur. Et ensuite, durant les passages à l'indépendance, il y a eu une certaine reconnaissance de la coutume. Mais très souvent, on ne sait pas vraiment ce que la coutume recoupe. On n'a pas une définition exacte et une vision exacte des règles coutumières, et notamment comment ces règles sont susceptibles de s'appliquer à l'exploitation minière. Et ça, c'est un vrai problème, parce que, bien évidemment, l'exploitation minière va générer des revenus, et les propriétaires coutumiers vont demander à avoir accès à ces revenus sur la base des droits qu'ils auraient en vertu de la coutume. Donc c'est le cas par exemple aux îles Salomon, où vraiment il y aurait une assez grande incertitude juridique pour savoir qui a la propriété sur ces ressources minières. Voilà, donc conclure essentiellement sur deux points de réflexion: la nécessité et le problème de l'harmonisation des législations. Ça, c'était un travail donc qui a été effectué, mais qui s'est arrêté, hélas, par la SPC. Et puis, les questions de responsabilité pour les dommages et les pollutions transfrontalières qui sont susceptibles d'être générées par ce genre d'activité. Voilà. Je crois que j'ai même fait une... ah non, j'ai écrit correctement. Je crois que j'avais fait une faute sur le Thank you too much qui est en Bishlama. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. On voit bien qu'il y a les défis techniques, les défis juridiques, et que finalement, c'est vraiment pas évident d'arriver à relever les deux en même temps. Alors, on est très très en retard, je pense que vous l'avez tous constaté. On va quand même prendre le temps de prendre une ou deux questions, et puis voilà, de pouvoir quand même profiter de la présence de nos deux collègues qui peuvent nous éclairer encore sur différents points.
Nous avons un micro qui peut circuler. Je voudrais juste ajouter, c'est pas vraiment mon domaine d'expertise, donc je suis pas sûre de visualiser tous les tenants et les aboutissants, mais à ces questions s'ajoute la quasi-absence de traités bilatéraux d'investissement dans le Pacifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre. Quand on regarde les chiffres qui sont disponibles, en réalité, les États du Pacifique ont signé très peu de TBI. Donc il n'y a pas d'encadrement conventionnel bilatéraux. Voilà, ils sont quasi inexistants. Et il me semble que ça peut être un des enjeux et un des problèmes surtout qui va se poser lorsque les questions de responsabilité ou de changement des conditions d'investissement vont surgir. Oui, absolument. Alors là, un début peut-être de réponse, c'est la MSG, je ne sais pas comment ça se dit, le groupe de Spirit. Ah oui. C'est bon, ouais. Peut-être un début de réponse à ce que disait le professeur Giraudot. Là, l'organisation de la MSG, de Melanesian Spearhead Group, je ne sais pas comment on dit en français, voilà, fer de lance, serait éventuellement l'organisation relativement adéquate pour développer ce genre d'accord. On a une question ici. Ah. Bonjour, en fait j'ai deux questions pour les deux intervenants. Pour Madame Giraudot, déjà, j'aimerais revenir sur les mesures judiciaires par rapport aux différents liés justement à liés aux limites étatiques. J'aimerais savoir, en fait, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de concret ou pas? Vous êtes en train de me demander quels moyens existent Voilà, par exemple, parce que vous revenez par exemple sur le problème de la mer de Chine. Et comme quoi la Chine n'avait pas accepté la solution mise en place par la communauté internationale. Oui. En droit, il existe des moyens diplomatiques et des moyens non diplomatiques de règlement des différends, enfin des moyens juridictionnels, je devrais dire. Donc le recours à l'arbitrage ou au mode judiciaire, c'est-à-dire à des tribunaux permanents, Cour internationale de justice et TIDM, Tribunal international du droit de la mer. La question que vous posez, en fait, c'est la question de la force exécutoire. Voilà, une fois que la décision est prise, comment on fait pour la faire appliquer? En fait, il n'existe plus de procédure exécutoire en matière arbitrale, internationale, enfin interétatique. Il en existe une qui n'est pas opérationnelle pour ce qui est de la Cour internationale de justice. Il faut comprendre que la société internationale est une société horizontale. Il n'y a pas de gouvernement mondial, il n'y a pas de force de police mondiale pour faire exécuter les décisions. Et les juges et les arbitres sont bien conscients de ça. C'est pour ça qu'ils essayent de rendre des décisions qui soient acceptables politiquement par les parties, parce qu'ils savent que sinon, il sera compliqué de les faire appliquer. Souvent, c'est ce qui se passe. Quand il y a un différend de frontières, bien sûr, on va faire reposer l'argumentation sur du droit. Mais pour schématiser, on va tracer la frontière au milieu des deux revendications respectives. Quand on ne peut pas le faire, parce que c'est une question d'île et qu'il faut bien déterminer à qui appartient l'île, si on ne dirait pas comme ça, mais c'est plus compliqué. Et lorsqu'un État se sent perdant et qu'il a les moyens en termes de puissance de résister... Voilà, j'en reviens à ça, en fait, à la puissance de l'État, c'est ça qui... Oui, alors après, il y a d'autres facteurs quand même qui peuvent entrer en compte, parce que les États, même puissants, ont des intérêts à coopérer avec les autres. Et ils vont souvent privilégier un moyen, in fine, pour obtenir le règlement de leurs différends qui leur soit effectivement le plus favorable possible, mais ils n'ont pas forcément intérêt à aller jusqu'à un conflit plus fort, voire un conflit armé. C'est une question assez complexe que vous posez. On peut prendre la Crimée, par exemple, etc. Enfin bref. Voilà. Et j'ai une autre question pour Monsieur Bordaondi. C'est est-ce que, à votre avis, si on fait un cadre, enfin si on résume et si on prend toutes les informations coutumières qu'on peut trouver, par exemple, dans le Pacifique, on pourrait vraiment créer un cadre législatif coutumier pour la protection économique en tout cas. Alors, là,
je vais être un peu obligé de donner une réponse générale. Le problème de la coutume, c'est vraiment la prouver. Mais si vous étiez en mesure, oui, de prouver qu'il y a des règles coutumières qui disent ça et ça, après, est-ce que, alors, dans certains pays, il y a une reconnaissance constitutionnelle de la loi coutumière. Après, il faut voir, selon le pays, dans la Constitution, quelle est la place de la règle coutumière, si elle passe devant la loi ou après. Et puis le problème aussi d'une règle coutumière et purement locale, c'est que ça va pas être très uniforme. Et ça, pour les investissements et le commerce, c'est compliqué quand même.